politique qu'il a à sa portée, le plus souvent son auto-organisation, comme ce fut le cas pour vous, soit dans des ronds-points, comme ce fut le cas pour nous, soit dans des boucles WhatsApp, comme ce fut le cas souvent pour vous et pour nous. Bref, une auto-organisation populaire portant la mobilisation qui, dès lors, devient insaisissable aux puissants. Et la révolution citoyenne, oui, est une révolution, parce que son objet est le contrôle populaire, c'est-à-dire la souveraineté du peuple. La souveraineté du peuple est l'objet de la révolution sénégalaise. J'en ai eu la confirmation en discutant avec Ousmane Sonko. La souveraineté ne peut se détacher de la question de l'indépendance, car on n'est pas souverain quand on n'est pas indépendant. Et l'indépendance, ce n'est pas un statut seulement géopolitique, c'est un statut concret qui signifie rompre les dépendances, devenir autant qu'on le peut, chaque fois qu'on le peut, autosuffisant pour soulager l'humanité universelle du grand déménagement permanent des marchandises auquel elle se livre aujourd'hui, et pour permettre qu'à tout moment soient sécurisés les approvisionnements qui se sont rompus, vous l'avez vu, pendant la crise du Covid. Si bien que tous ceux qui nous prenaient la mondialisation comme le sommet de ce que l'expérience humaine pouvait être, en oubliant de dire que leur mondialisation, c'est une nouvelle organisation du travail international reposant sur un seul et unique avantage comparatif. Qui on peut moins payer ou on peut mieux saccager sans payer. C'est-à-dire une irresponsabilité sociale et environnementale qui est une des questions majeures de notre temps pour ce qui est du contrôle politique. Donc, si souveraineté et indépendance vont ensemble, chacun comprend que la liberté va avec. Et que son enjeu, la liberté, est le contrôle populaire. C'est pourquoi cette révolution est dite citoyenne, puisque son moyen est citoyen, les citoyens, et son objectif est la citoyenneté. Ensuite, quel programme sera appliqué? C'est ce que nous allons voir. C'est ce que nous allons voir. Mais aucun pouvoir issu d'une révolution citoyenne ne peut, et souvent ne veut, échapper à l'injonction qu'il a reçue des masses, permettre cet autocontrôle. Mais surtout, l'implication. C'est pourquoi je partage avec le PASTEF une idée fondamentale de l'action politique. Elle doit être inclusive. Elle ne doit pas être de surplomb. Elle n'est pas une injonction que les dirigeants font aux masses. Elle est une osmose. Et pour mieux dire, une symbiose, une complémentarité des niveaux d'action. Si cette complémentarité se rompt, alors le pacte politique lui-même se rompt. Toute la question posée. Et donc pour nous tous, et d'abord pour nous qui théorisons, quelle sera, dans les processus qui vont venir, la place de l'initiative populaire. Ce n'est pas une question simple à régler. Il ne suffit pas de dire « yaka, faut qu'on, on voudrait que », et réclamer comme si on était au pied d'un arbre de Noël. Il s'agit de s'impliquer, d'intervenir et de trouver les formes qui permettent de rendre cette insertion inclusive pour la patrie tout entière. Voilà pourquoi j'approuve et je trouve marquant pour nous que le PASTEF se dise parti patriote. Car voyez-vous, l'idée de nation est née dans mon pays. Mais à l'époque, elle voulait dire non au royaume. Elle voulait dire le peuple. Et le mot a été récupéré. Si bien qu'à la fin, la nation est devenue le prétexte à la barbarie. Elle a donné le nationalisme. Mais le patriotisme, ce n'est pas le nationalisme. Le nationalisme, c'est la haine des autres. Le patriotisme, c'est l'amour des siens. Et en cela, les deux concepts, aujourd'hui, s'opposent. Mais c'est évidemment le statut de citoyen qui règle tout. À partir de là, si vous êtes dans une révolution citoyenne, et vous êtes dans une révolution citoyenne, alors il s'agit de déployer, je ne vais parler que de la partie la plus simple pour moi, puisque je suis français, c'est-à-dire que je ne suis pas sénégalais, à moins que vous décidiez de me donner une carte d'identité. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et je crois que vous n'avez pas besoin de moi pour trouver des bonnes idées. En tout cas, on peut les partager. Si indépendance, souveraineté et liberté sont liées avec la citoyenneté, alors il faut que dans l'arène internationale, on voit surgir une nouvelle politique. Une politique réellement non alignée. Et une politique réellement non alignée, ça ne veut pas dire être neutre. Ça ne veut pas dire « je ne m'occupe pas de ce que vous faites ». C'est l'inverse. Ça veut dire « je me mêle de tout
mais sur la base des mêmes principes tout le temps, c'est-à-dire le contraire de ce que font les Européens et les États-Unis d'Amérique, qui font des leçons à la terre entière sur les droits de l'homme, la démocratie et le reste, et qui ensuite se dépêchent de regarder ailleurs pendant qu'on massacre des milliers de gens dans une région du monde comme jamais on ne l'a fait depuis les génocides précédents. Ne perdons pas de vue qu'il en faut les moyens intellectuels. Et le premier des moyens intellectuels est de rompre avec l'idéologie qui a pourri toute la fin du XXe siècle. Cette idéologie, les Allemands lui ont donné un nom. Ça s'appelle l'ordolibéralisme. En gros, ça veut dire la politique ne se mêle pas d'économie. Car l'économie ferait l'objet d'une autorégulation spontanée par la main invisible du marché qui réglerait tout. Tant et si bien que les politiques de tous les États ont consisté pour l'essentiel à défaire toutes les règles. Et que tous les libéraux qui ont été au pouvoir sur un programme libéral dont ils se sont réclamés, à commencer par le prédécesseur, ici même, dans ce pays, tous les libéraux qui n'avaient que le mot liberté à la bouche ont tous fini comme des brutes, comme des gens qui persécutaient leur propre peuple. Pourquoi ? Parce que ceux qui veulent que le marché s'exprime spontanément passent leur vie à déréguler. Et que la dérégulation aggrave les inégalités, puisqu'elle réserve les services à ceux qui peuvent se les payer. Donc l'action de l'État consiste à tout défaire. Et on attend que le marché le remplace. Naturellement, ça ne se produit jamais. Ce qui le remplace, c'est le pillage. Et contre le pillage, les peuples très vite se mettent en mouvement pour des raisons qui n'ont rien d'idéologique. Ils veulent manger, la belle affaire, ils veulent boire, ils veulent se soigner, ils veulent éduquer leurs enfants. Et cela suffit à faire des révolutions. Il n'y a pas besoin de programme plus compliqué que celui-là. Et voilà comment, à chaque fois, cela finit dans des répressions qu'on n'imaginait pas. Dans mon pays, comme dans bien d'autres. Et si je mentionne mon pays, c'est parce qu'il n'est pas avare de donner des leçons aux autres sans se soucier de savoir ce qu'il fait lui-même. Je voulais le dire devant vous, avant de vous dire, vous avez sans doute la responsabilité à ce moment, compte tenu du fait que toute l'Afrique vous regarde, compte tenu du fait que ce que vous dites compte pour tout le monde. Comme je l'ai vu à d'autres moments sur le continent latino-américain, vous avez une responsabilité singulière, qui est de proposer une direction dont vous faites la démonstration. Toute l'Afrique attend et regarde cela. Et en matière de relations internationales, vous pouvez être ceux qui vont faire naître un nouvel internationalisme. Non pas celui qui va répéter, qui est nécessaire, la lutte contre les impérialismes. Évidemment, cette question est toujours d'actualité. Mais il faut faire surgir, à côté de la volonté de contrôle sur les conditions dans lesquelles se produit la production et l'échange, qui est absolument indispensable, il faut faire surgir aussi une attention singulière à ce qui est de la production intellectuelle, spirituelle. Et vous autres Sénégalais, si vous faites le même parcours que moi, vous finirez par aller un jour ou l'autre regarder ce que racontait Senghor sur le style, parce que si on peut le discuter comme homme politique, comme penseur, il a eu quelques intuitions absolument extraordinaires qui peuvent être encore d'actualité. Et parmi celles-ci, quelque chose qui est fondamental. Oui, l'être humain est un être social. Oui, il doit produire et reproduire les conditions de son existence matérielle. Oui, c'est vrai, les conditions de production de l'existence matérielle déterminent des rapports sociaux et des rapports de domination. Mais les êtres humains sont des êtres de culture et ils ne peuvent être des êtres sociaux qu'en étant des êtres de culture, c'est-à-dire faisant transiter leurs relations sociales à travers des rites, des chansons, une langue, des costumes, des cuisines, des musiques, bref, tout ce qui fait cet à côté que dédaigne le plat matérialisme absurde des libéraux qui, naturellement, n'a rien à voir avec le matérialisme philosophique dont, pour ma part, je me réclame. En tout cas, cette double vigilance, c'est elle qui peut faire l'objet, non pas de grandes déclarations que l'on ferait, d'affirmations de concepts. Cela est toujours utile, car les idées mises au net permettent de penser honnête. Mais ce dont nous avons surtout besoin, c'est de programmes concrets. Dans mon pays, le mouvement insoumis n'existe que par son programme, puis par le mouvement qui accompagne ce programme. Pouvons-nous avoir
un programme pour un nouvel internationalisme. Ce pourrait être, on pourrait l'appeler nouvelle... Je ne vous entends pas, hélas, à cette distance. Un nouvel altermondialisme. Parce qu'il tiendrait compte de ces deux objets. Je vous rejoins, Président Sonko, quand vous m'avez dit qu'il était temps de se préoccuper des productions comme l'intelligence artificielle et son contenu. Ah mais si vous voulez, j'arrête tout de suite. Hein. J'ai mal interprété, je n'arrive pas à interpréter les signes à cette distance. Je sais que c'est dur, hein, il fait chaud. Donc, disais-je, la production intellectuelle est en soi un enjeu. Tous vous avez entendu parler de l'intelligence artificielle. Tous vous avez entendu parler de ChatGPT. Eh bien, mesdames, messieurs, ChatGPT apprend en anglais. ChatGPT traduit le reste et vous propose, à partir de ces traductions, bien sûr, la traduction est la démonstration de l'universalité de l'être humain. Mais il existe d'autres systèmes. Les chercheurs du CNRS en ont mis un au point. Il s'appelle Blum. Mais lui, il apprend en 46 langues, dont une dizaine de langues africaines. Et bien sûr que c'est un enjeu de savoir comment rentre l'information, car cela détermine comment ensuite elle va sortir et dans quelles conditions elle va être traduite. Car la traduction, c'est aussi à la fois l'universel et le fait qu'on ramène à un socle commun. Si vous voulez que tout soit ramené au sabir des boutiques d'aéroport, qui est aujourd'hui l'anglais, et à l'incroyable simplification de la réalité que contient cette langue à cette étape, en tant qu'outil d'intervention entre les êtres humains, alors il n'y a qu'à laisser faire ChatGPT. Mais si l'on veut que l'intelligence artificielle soit réellement une intelligence humaine, il faut qu'elle prenne en compte la diversité humaine elle-même. Or de cela, il n'est jamais question. Il faut qu'il en soit question. De même, la propriété des savoirs scientifiques ne doit plus pouvoir être privatisée. Dans mon pays, jusqu'à 1959, il était interdit de déposer un brevet sur un vaccin. Il faut donc que soit porté comme une cause commune politique, je ne dis pas par les États, bien sûr par les États, mais par les militants, par les partis politiques, le fait que nous réclamons l'accès libre à tous les savoirs scientifiques de toute l'humanité. Parce que, voyez-vous, c'est à ce prix que la culture cumulative des êtres humains peut se diriger dans le sens du progrès. Sinon, la culture cumulative ne sera rien d'autre qu'une addition de segments et de compartiments de propriété privée de savoir dont ceux qui ne peuvent se les payer seront définitivement privés. Si nous voulons que le savoir soit un bien commun, comme doivent l'être absolument, radicalement, les biens communs comme l'air, comme l'eau, puisqu'aucun d'entre vous, aucune d'entre vous ne peut s'en passer, il faut l'action politique pour libérer le savoir des chaînes de l'argent, libérer le savoir de l'impérialisme, libérer le savoir de la propriété et de l'usage exclusif d'une langue. C'est une tâche politique. Et vous autres, vous devrez y réfléchir parce que, tout à l'heure j'ai parlé du phénomène urbain. D'ici à 2050, il va falloir que vous trouviez la solution pour loger sur le continent africain 850 millions de personnes, c'est-à-dire autant que toute la population des États-Unis, du Mexique et de l'Union européenne. Et cette incroyable population, elle a d'abord comme premier devoir, premier besoin, le besoin humain fondamental, la transmission du savoir. Le savoir que la famille transmet, bien sûr, et donc les conditions de la socialisation familiale qui dépendent de beaucoup de conditions matérielles dans la vie en ville, mais également la transmission intellectuelle. C'est par millions et millions qu'il vous faut scolariser des jeunes gens, par millions et par millions qu'il faut vous les amener jusqu'au niveau de l'enseignement supérieur où vous avez l'honneur et le bonheur aujourd'hui de vous trouver, vous qui m'écoutez. Car sans savoir, il n'y a pas d'issue à la crise. La crise de l'humanité se résume à la crise du contrôle des citoyens sur leur société. Il n'y a pas de solution au fait que le changement climatique étant commencé, et puisqu'il est irréversible, alors il va nous falloir inventer tout, de A jusqu'à Z, de la nouvelle condition humaine avant la fin du siècle. C'est le message qu'avant tout je veux vous faire passer. Mais politiquement, nous ne sommes pas non plus à croire que nous vivons seulement dans le choc des idées. Il y a le choc des puissances,
et des rapports de force sociaux et financiers. Dès lors, je crois qu'on peut aller dans la direction dans laquelle les Chinois, un temps, nous ont proposé d'aller. C'est-à-dire que le monde soit dorénavant bénéficiaire d'une monnaie commune et que le privilège de la monnaie commune ne soit pas abandonné aux États-Unis d'Amérique qui en font l'usage que vous savez, qui est d'imprimer des billets tant et plus et d'avoir pour principale activité économique en vue l'économie de guerre. Il faut qu'on puisse avoir une monnaie commune et j'ai noté que parmi les premières dispositions prises par le gouvernement en place et par son Premier ministre, il y avait la demande de participer aux BRICS. Les BRICS,